On ne peut pas parler de thématiques de mise en production sans évoquer le langage système. Malheureusement, ce sont des éléments qui ne sont pas enseignés dans les parcours de formation data science classiques. Et donc, je me propose dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, dans la première aujourd'hui, de partager avec toi les éléments qu'il te faut afin de pouvoir bien démarrer sur les thématiques de mise en production en data science. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je parle de trois choses. Je parle de stratégie, je parle d'astuces de code Python pour la mise en production. Je parle de mindset également, parce que je suis convaincu que c'est avec ces trois éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data ou IA. Alors si les thématiques autour de la mise en production en data science t'intéressent, je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche des notifications afin justement d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront sur la chaîne. Je profite de l'occasion ici, si tu es nouveau, te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau, un petit livret qui se lit très rapidement, qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va donc très rapidement rentrer dans la thématique de mise en production, mais pour ça, j'ai besoin en fait d'introduire la notion de langage système, qui est une notion qui est très largement négligée en data science, mais qui est fondamentale parce que vous le retrouvez presque partout, et que ce soit pour concevoir des pipelines CI/CD ou encore pour automatiser des tâches. Donc il est important de maîtriser le langage que comprend votre système pour pouvoir interagir plus facilement avec elle et déployer vos projets en production. Donc on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, après avoir donc planté légèrement le décor. Le langage système en fait est issu de Unix. Unix en fait conçu dans les années 1960. Actuellement, c'est le système d'exploitation le plus répandu sur les serveurs. Et donc, ce système justement est multi-utilisateur. C'est un système d'exploitation donc qui est conçu pour s'exécuter sur un serveur ou un réseau qui prend en charge plusieurs utilisateurs et tâches simultanément. Cela signifie en fait que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter et accéder aux ressources et applications système localement ou à distance. Un système d'exploitation multi-utilisateur dispose généralement d'une interface complexe et puissante, tel qu'un shell ou un terminal. Justement, c'est le langage qu'on va voir en détail dans cette série de vidéos. Quelques exemples de systèmes d'exploitation multi-utilisateurs, donc on a Unix et Linux. Lorsque justement on l'utilise comme système serveur, on appelle Linux justement. Unix est également multitâche et Unix est gratuit. C'est un système en fait d'exploitation regroupant la gestion mémoire et entrée-sortie. Donc les entrées-sorties représentent en fait l'interface entre l'ordinateur et le monde extérieur. Sans les entrées-sorties, en fait, l'ordinateur devient inutile. Ce système d'exploitation justement dispose également d'un interpréteur de langage de commande, dont Bash, on va voir justement dans cette série de vidéos. Un système de messagerie, de nombreux utilisateurs, compilateurs et éditeurs. Les caractéristiques d'Unix sont entre autres la fiabilité. Il y a très peu de plantage justement sur les systèmes Unix. Il y a moins de bugs que les concurrents comme Windows. Les virus sont très rares car moins faciles à déployer parce qu'il n'y a pas d'exécutable donc type Windows. Ça fonctionne sur tout type de machine, très important, gratuit et surtout open source. Ça a facilité l'émergence justement d'Unix puisqu'il y a une communauté autour qui va supporter tout le côté technique. Donc il y a les forums, les sites web qui sont dédiés pour faire ce genre de choses et la possibilité également de fonctionner sans interface graphique, ce qui est utile pour les serveurs. Et de manière générale, sur les thématiques de mise en production, vous n'aurez pas accès à la production, mais vous pouvez donc utiliser les serveurs pour communiquer justement avec les différents environnements que vous avez donc à votre disposition. Juste mis une pause quelques secondes pour vous dire de vous abonner parce que plus de 90% de vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors pour me soutenir et continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et on reprend. Donc pourquoi il est important de maîtriser le langage système? Donc la data science en fait fonctionne principalement sur des outils basés sur Linux, donc R, Python notamment. Et donc ce qui concerne également le big data, le deep learning ne sont pas du tout du reste. Comment mettre en pratique cela? Eh bien on va utiliser donc dans cette série de vidéos l'éditeur de code VS Code avec Windows System for Linux. On verra comment on l'installe justement sur Windows. Une autre possibilité également, c'est d'utiliser de machines virtuelles. C'est ce que vous rencontrez le plus souvent en entreprise. Mais pour le cas d'utilisation ici, on va passer par Windows System for Linux qui est disponible aussi des fois dans certaines entreprises et donc il est important de le connaître aussi. Comment bien profiter de ce cours? On va présenter donc de façon sommaire les différentes commandes avec leurs paramètres usuels. Vous aurez des liens disponibles donc vers l'aide sur Ubuntu. On aura également des commandes à tester grâce justement à VSL, donc Windows System for Linux dans VS Code, dans la seconde partie du cours. Idéalement, il vous faudra tester les variantes des commandes pour comprendre justement leur fonctionnement. Et puis, je vous mets donc sur l'image ici quelques sites intéressants que vous pouvez aller regarder également pour vous documenter plus sur ce sujet-là.
Sans transition donc aucune, on va voir en fait dans cette vidéo donc les commandes de base en ce qui concerne le langage système. Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu comment on pouvait rajouter donc VS Code aux variables d'environnement PAF. Et donc grâce à ça, on va pouvoir tout simplement ici ouvrir VS Code en tapant code dans le terminal en ligne de commande. Donc là, il m'a ouvert VS Code. Je vais agrandir un peu. On a bien VS Code qui est présent ici, comme vous le voyez. Ce qu'on va faire nous, on va ouvrir un terminal et on va commencer à travailler. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut donc suivre les instructions suivantes. Donc, ça va s'afficher donc sur l'écran. Et donc, ce sont les prérequis pour bien démarrer. Ok, let's go. Donc, la première commande qu'on va voir ici, c'est la commande man. Okay, que fait la commande man? En fait, la commande man permet d'obtenir en fait de l'aide sur une commande en particulier. Vous tapez donc man et le nom justement de la commande auquel vous voulez accéder justement. Tapez man et le nom de la commande à mettre du coup en paramètre. Donc man, si je fais man, il va me sortir justement l'aide à propos de la commande man. Et ici donc vous avez donc les différents éléments à propos de la commande man, les paramètres à mettre en argument pour pouvoir obtenir donc du coup les éléments de cette commande là. Pour sortir d'ici, vous faites simplement Q et vous quittez justement le man qu'on a tapé donc dans le terminal. Ensuite, on va voir echo. Echo permet en fait l'affichage d'une chaîne de caractères, que ce soit des codes simples ou doubles, ça va marcher. Pour vous en convaincre, on va faire echo bonjour à vous, echo bonjour à vous. Et là, on a bien bonjour à vous qui s'affiche à l'écran. Maintenant, si je le fais sans quotes, on va voir ce que ça donne aussi. Bonjour à vous. Ouais, ça s'affiche également. Donc ça, c'est les deux premières commandes, la commande man et la commande echo. Ensuite, on va voir une commande qui est importante aussi, c'est la commande date, qui donne en fait la date du jour avec le formatage que vous pouvez donc lui indiquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir en plus de ça? On a la commande who, qui permet de voir qui est connecté justement au système. Donc si je fais who, il va me donner mon nom, voilà, je suis connecté par le console. Et la deuxième commande who am I permet de savoir en fait qui on est justement et sur quel terminal ou fenêtre on est. Donc who am I, voilà, qui je suis, sur quel terminal en fait je suis, c'est le nom du terminal. Et il vous donne aussi la date en fait du jour. Donc voilà, ce sont des commandes de base. Une commande qu'on peut voir aussi qui va concerner la navigation justement dans l'arborescence des fichiers. Ça s'appelle PWD pour Print Working Directory en anglais. Et donc Print Working Directory va vous permettre donc d'afficher le nom du répertoire de travail. Ensuite CD va vous permettre de changer de répertoire de travail. Okay, si vous ne passez aucun argument, eh bien c'est le répertoire home de votre utilisateur qui sera utilisé. Donc si je fais par exemple CD download, il va me ramener donc dans le répertoire download. Donc si je refais CD, il me ramène en fait dans mon répertoire donc home, dans le répertoire home de mon utilisateur. Donc, il y a plusieurs adressages. Il y a l'adressage relatif ou absolu à utiliser donc dans la notion de Change Directory ou CD. L'adressage relatif, c'est le chemin par rapport à la position actuelle où on est. Et l'adressage en fait absolu, c'est le chemin depuis la racine, donc slash. Si on fait point, c'est pour vous dire que c'est le répertoire parent du répertoire actuel. On va voir quelques éléments à propos justement de la navigation dans l'arborescence des fichiers. Maintenant, on peut voir le contenu d'un répertoire en faisant simplement ls pour listing, ok, list. Maintenant, on peut aller plus loin que ça. On va faire ls étoile. ls étoile txt permet en fait de sortir tous les txt en fait qu'il y a dans ce répertoire là. Là ici, il n'y a pas de txt, mais on peut voir par exemple, comme il y a des png, on peut afficher plutôt les png et vous allez voir, il va vous sortir uniquement les extensions qui commencent donc par .png. Donc, pour récapituler, ls liste en fait le contenu du répertoire courant si le nom du répertoire passé en paramètre et justement il liste en fait le contenu de ce répertoire en question. Ça permet de remplacer justement toute chaîne de caractères. Maintenant, les options qui viennent avec ls, je vais nettoyer un peu le terminal avec la commande clear. Clear, c'est une autre commande qui permet de nettoyer le terminal. ls-a, ça c'est une option que vous retrouverez souvent, va vous permettre de lister tous les fichiers cachés, ok, tous les fichiers cachés, parce que si je fais ls tout court, il me sort les fichiers donc qui sont les plus connus quoi. Mais donc dès que je vais faire ls-a, il va me sortir tous les fichiers cachés que j'ai en fait, qui ont des extensions un peu particulières, ok. Le h permet d'avoir le formatage de l'affichage de l'espace mémoire le plus visible. Si je fais ls et que je rajoute justement l'option L, ça me liste en fait les informations, type de fichier, droit d'accès, nombre de liens, propriétaire et groupe, taille et date de la dernière modification, etc. Ok, donc si je fais ls-l, ouais, il m'envoie tout ça. Ça, ce sont les droits
donc qui est propriétaire, groupe, etc. Ici, on a les éléments sur la taille, notamment, la date de la dernière modification. On a ça également. Je peux faire aussi donc l'option H. Si je rajoute l'option H, ça va me permettre en fait d'avoir un affichage qui est un peu mieux en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? La création d'un fichier. Donc la création d'un fichier, on a l'opérateur slash qui va renvoyer du coup le résultat dans un fichier test. Donc par exemple, si je fais echo ceci est un test et que je renvoie tout ça dans test.txt. Donc là, ce que je peux faire donc pour visualiser si en fait ce que j'ai renvoyé, en fait cet opérateur permet de renvoyer un élément qui est à gauche dans un fichier, ok? En l'occurrence ici test.txt. Donc pour visualiser si effectivement ça a bien marché, vous faites Vim en fait. Vim en fait est un éditeur de texte qui est très utilisé également. Donc si je fais vim test.txt, normalement vous voyez ici j'ai mon ceci est un test qui apparaît dans le fichier. Pour quitter, c'est échappe 2.q. Pour quitter, enregistrer, normalement, c'est échappe 2.wq. Ok? Ça enregistre et ça quitte. Ok? Ça aussi, c'est des subtilités de Vim. Juste mis une pause, quelques secondes pour vous dire de vous abonner. Parce que plus de 90% de vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors, pour me soutenir et continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et on reprend. La commande touch maintenant va vous permettre de créer un fichier vide. Donc, si je fais touch test vide.txt, si je fais ça, ça va me créer en fait le fichier testvide.txt. Je peux vérifier ça donc en faisant comme on l'a vu tout à l'heure, test vide dans Vim et le nom du fichier. Et là vous voyez, le fichier existe bien, il n'y a rien là-dedans. Et comme d'habitude, on fait échappe 2.wq. Nano est un autre éditeur de test également, permet à peu près les mêmes choses. Vous faites CTRL-X pour quitter Nano, CTRL-O pour écrire dedans. Ensuite, on va voir la suppression d'un fichier. Comment on fait pour supprimer un fichier? Eh bien, on va faire RM. RM, en fait, est la commande pour remove en anglais. Permet de supprimer donc un fichier ou de plusieurs si on utilise justement l'espace. Donc, comment on peut faire ça? Donc, on fait RM, test, ce qu'on a créé ici, testvide.txt. Voilà. Donc RM en fait du coup permet de supprimer un fichier. Donc si je fais ça, vous voyez bien que il me dit que ce fichier n'existe plus. Maintenant je peux utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure en faisant rm étoile.txt. Tout à l'heure on avait fait donc ls étoile.txt ou .png parce qu'il n'y avait pas le txt. Il nous avait listé tous les fichiers qui existaient donc qui avaient l'extension .png. Donc ici en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, si je fais rm également étoile.txt ou étoile.l'extension que vous voulez, il va vous supprimer tous les fichiers qui ont cette extension. Maintenant, on va voir la commande mkdir. Mkdir permet en fait de créer un répertoire. Mkdir permet de créer un répertoire avec le nom justement passé en paramètre. Donc si je fais mkdir dir test, je fais ls, je vais avoir normalement le répertoire dir test quelque part ici. Voilà, c'est présent ici. Si vous voulez en fait des espaces, il faut mettre ça entre côtes. Voilà, si vous voulez créer des répertoires avec des espaces, il faut mettre ça entre côtes pour que cela le prenne en compte. Donc, comment on peut faire ça? Un exemple, si je fais mkdir dir test 3, eh bien, ça va le créer. Donc, je peux faire ls pour vérifier. Je vais avoir dir normalement. Voilà, dir et test 3. Vous avez les deux répertoires qui sont créés ici avec donc l'espacement en question. Donc mkdir pour créer des répertoires. On va voir donc rmdir, comme son nom l'indique, remove directory, qui permet de supprimer le répertoire qui lui est passé en paramètre. Ok, ça ne fonctionne que si le répertoire est vide, bien évidemment. Donc si je fais rmdir de dir test 2, ouais, il dit qu'il n'y a pas de fichier test 2, ok, parce qu'on avait créé plutôt dir test 3. Par contre, si je fais rmdir de dir étoile, ça va me supprimer tous les fichiers qui s'appellent dir. Donc si je fais ls ici, je vais plus avoir de dir qui est là quelque part. Donc voilà, on a vu comment on traite les fichiers, comment on crée les fichiers, on les liste dans le répertoire, comment on peut donc créer un répertoire, supprimer le répertoire, comment on peut supprimer des fichiers avec des extensions particulières. On va voir donc les informations, ok, les informations, les contenus et la recherche d'un fichier. Parce que des fois, il peut arriver justement qu'on ait envie d'avoir des informations sur le contenu justement des fichiers. Donc, il faut rechercher ces fichiers dans un premier temps et ensuite avoir donc l'information sur ce fichier en particulier. Donc là, on va faire ça. Donc, l'option file en fait permet d'avoir le type de fichier. L'option wc permet de compter le nombre de caractères, de lignes et d'octets. Donc, si je fais par exemple echo, ceci est encore un texte et que je renvoie tout ça dans test.txt. Si je fais maintenant file, donc j'ai dit file en fait permet d'avoir le type de ce fichier là. Donc file
test.txt, il me dit que c'est un test avec le code ASCII. Je vous invite à chercher ce que c'est que le code ASCII. Hein. Donc là, ici, si je fais par contre word count, donc WC c'est pour l'option word count en anglais. Donc du coup, je fais ça. Ça va me compter donc le nombre de caractères de lignes et d'octets que j'ai. Nombre de lignes en fait, donc il y a une seule ligne ici, l'option 1 ici, il y a 5 caractères et puis 24 octets. Donc WC permet d'avoir l'information justement sur le fichier. Cat va permettre d'afficher l'intérieur en fait de ce fichier là. Donc si je fais cat test.txt, ceci est encore un texte. Voilà. Find par contre va permettre de rechercher un ou plusieurs fichiers dans le répertoire courant. Donc si je fais find t étoile, ouais, ça m'a listé ici tous les fichiers dans le répertoire courant qui commencent par T. Pour récapituler, find en fait permet de rechercher un ou plusieurs fichiers dans le répertoire courant. Donc, quelques compléments ici sur la lecture d'un fichier texte. Donc, head permet du coup de lire en fait le début d'un fichier et toll permet en fait de ne lire que les dernières lignes. Ok, l'option N5 détermine le nombre de lignes en fait, le nombre de lignes à lire. Par défaut, c'est 10. Donc, si je fais head.profile, profile en fait c'est un fichier caché. Donc, je peux faire head de test.txt, ça va me donner ça parce que j'ai une seule ligne. Ok, sinon normalement head et tal permet justement de pouvoir afficher donc le nombre de lignes en fait en fonction de nombre en fait de lignes par défaut que vous lui avez spécifié. Si je fais more, il va faire des affichages page par page s'il y a plusieurs pages justement, et less c'est des affichages par ligne. Donc il y a la manipulation également des fichiers. Donc la manipulation des fichiers, on va copier donc des fichiers. Donc ici on va copier le fichier test.txt dans test2.txt. Donc ça permet de copier le fichier, donc le premier paramètre en fonction du deuxième. S'il y a un nom de fichier, alors ça copie avec le nouveau nom. S'il existe un répertoire, alors il copie dans ce répertoire avec le même nom. Si c'est un répertoire plus le nom de fichier, alors idem, mais avec un nouveau nom également. Donc si je fais copie test.txt et je mets test2.txt, donc ensuite je peux faire echo. Non, on a vu, c'est avec cat qu'on peut afficher l'intérieur de ce fichier là. Cat test.txt. Maintenant, si je refais cat test2.txt, ça a copié en fait l'intérieur de ce fichier test.txt, ça l'a mis en fait dans test2.txt. Et donc les règles que j'ai évoquées tout à l'heure, donc c'est des exemples ici. Si je fais copie text.txt dans dir test, alors déjà je vais créer le dir test. Donc mkdir test. Ensuite, je vais copier test.txt dans dir test. Et donc ensuite, je vais aller dans dir test et je vais lister. Et là, il m'a créé test.txt aussi. Donc, vous pouvez l'afficher également. Cat test.txt. Alors, ouais, j'ai mal écrit. Cat test.txt. Voilà. Move, en fait, va déplacer un fichier dans un répertoire. Ok, move, ça permet de faire ça. Donc, si je sors d'ici, je sors de ce répertoire-là. On avait vu, c'est CD. Je vais nettoyer un peu le terminal. Ensuite, je vais faire move test2.txt. Move va nous permettre de déplacer du coup ce fichier là dans le répertoire que je vais lui donner. Donc ici en l'occurrence, je lui donne dir test. Il va me le déplacer dans dir test. Donc si je fais cd dir test, je fais ls. Ok, là je suis dans dir test. On a déplacé le fichier test2.txt dans dir test. Donc ce que je peux faire, je fais ls et ça me met donc le test2.txt qu'on a bougé vers ce répertoire. On avait vu que la commande de direction permet de renvoyer donc des éléments dans un fichier. Par contre, quand j'utilise plutôt deux fois ce signe là, le signe de direction, eh bien ce que ça fait, c'est que ça redirige la sortie d'une commande à la suite en fait du fichier test. Il n'y a pas d'écrasement du contenu existant. Maintenant, si je fais cat de test2.txt, ouais, ça m'a rajouté en fait cette deuxième ligne sans écraser totalement ce qu'il y avait avant. Ça a tout simplement rajouté. Donc les deux chevrons, donc le signe de direction s'appelle les chevrons. Si c'est un seul chevron, ça va écraser ce qu'il y avait avant. Si c'est deux chevrons, eh bien ça va la rajouter. Il n'y a pas d'écrasement. Donc voilà un peu donc en ce qui concerne la redirection des sorties de commandes. Maintenant, on peut faire grep. Donc grep en fait permet de rechercher. Il va renvoyer des lignes qui correspondent à une recherche que vous avez effectuée. Ok. Si je fais par exemple grep 1 test2.txt, je rappelle la définition. Grep va renvoyer du coup des lignes en fait qui correspondent à une recherche textuelle. Ici en l'occurrence, on recherche 1 dans le fichier test2.txt. Donc grep
le caractère que vous recherchez et puis le nom de ce fichier-là. Et là, vous voyez, ça me montre en fait ça. Ça me montre la phrase en fait qui contient justement ce caractère-là en particulier. Vous pouvez utiliser également des expressions régulières, ok, pour faire ça. On va pas s'attarder sur les expressions régulières, mais voilà, l'idée c'est qu'on peut utiliser des expressions régulières pour pouvoir retrouver des expressions beaucoup plus complexes, ok, dans un fichier texte. Voilà, quelque chose qu'on peut voir aussi, c'est l'opérateur pipe. L'opérateur pipe en fait envoie des résultats de la première commande à gauche dans la commande à droite. Si je fais par exemple PS, ça a fait PS. Donc PS en fait permet d'avoir des informations sur le système, ok, sur votre système. C'est le processus en fait, PS pour processus, ok, les processus qui s'exécutent en fait sur votre machine actuellement, c'est avec PS. Ensuite, l'option pipe permet du coup de pouvoir renvoyer les résultats de la première commande, PS donc les processus, vers du coup cette commande là. Donc PS permet de lister tout ça. Tout ça c'est renvoyé vers la commande grep. Grep, on avait vu, donc permet d'effectuer donc une recherche textuelle. Grep du coup va nous permettre de récupérer tout ce qui est sleep. Ok, donc voilà un peu comment on peut faire cela. Pour interrompre un processus qui est en cours, il faut faire simplement kill. Killer en fait le processus. Vous faites d'abord PS grep sleep pouvoir, et donc PS va vous permettre de lister comme on a vu. Ensuite kill va vous permettre donc de tuer le processus dont le PID est passé en paramètre. PID c'est pour processus ID, hein. Donc l'ID du processus que vous le passez en paramètre, il va le killer. Cela arrive généralement quand vous avez plusieurs processus qui sont en train de tourner en back sur votre machine. Vous pouvez le tuer grâce justement à cette commande là. Maintenant, pour voir en fait l'espace mémoire vive utilisé et disponible, il y a une commande qui s'appelle free qui permet d'avoir ce genre de choses. L'option -h va vous permettre donc d'avoir un affichage beaucoup plus concis. Donc si je fais free-h, je n'ai pas free, mais vous pouvez l'installer avec sudo pip install free en fait. L'option df en fait vous permet d'avoir l'espace mémoire morte utilisé et disponible en fait. Df permet d'avoir l'espace mémoire utilisé et disponible. On parle ici justement des disques durs, idem également pour le H. Ok, le H va permettre en fait d'avoir un affichage beaucoup plus clair. Donc c'est très important pour avoir donc des informations sur l'espace mémoire morte. Faites df-h pour avoir des informations un peu concises. Espace mémoire morte, on parle de disque dur notamment. On va terminer par le téléchargement des fichiers. L'option wget en fait va vous permettre de pouvoir récupérer donc des fichiers. Donc si je fais wget, ce site là, il va aller me récupérer tous les fichiers qui existent en fait sur ce site en particulier. Donc voilà un peu que je peux vous montrer. On fait de la compression également grâce à gzip, la commande gzip ou gz. On fera des tutos là-dessus, hein, pour que vous ayez un peu plus la main. On va finir par ça. Donc, ou soit vous pouvez donc installer le package tout simplement zip en faisant sudo apt install zip. Moi, je l'ai déjà, je crois. Et avec ça, je pense que vous avez donc l'essentiel dont vous avez besoin pour travailler sereinement. L'option sed également permet en fait d'extraire en fait des lignes d'un fichier texte. Typiquement, un cas d'utilisation, c'est qu'on aura en fait des fichiers texte qu'on va télécharger grâce à wget. Ensuite, sed va nous permettre d'afficher les premières lignes ou les lignes de 5 à 10 par exemple. Ensuite, va nous permettre d'afficher des lignes contenant une chaîne en particulier. Peut nous permettre également d'afficher les lignes contenant une chaîne, puis plus loin une autre chaîne. Il va permettre également de remplacer une chaîne par une autre. Et donc, c'est vraiment des éléments que sed permet de faire en fait. Sed va vous permettre de travailler vraiment en profondeur en fait sur des fichiers pour extraire des lignes d'un fichier texte et avec des options qui disposent de pouvoir utiliser également des expressions régulières pour traiter ce fichier là. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous trouverez donc dans la barre des commentaires un exercice qui vous permettra de pratiquer, de mettre en application tout ce qu'on a vu dans ce cours-ci. Encore cela dans la prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin que maximum de data scientists puissent en profiter. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, dites-moi ça dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!